Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de décryptage. Ce soir, notre invité, c'est bien le président du Creuset Métité, un mouvement affilié à l'Union fait la Nation. Notre invité est un expert en marketing et en stratégie. Il a été successivement directeur marketing de British American Tobacco et directeur pays pour la même multinationale, j'allais dire, pendant près de 10 ans. Il est aujourd'hui le PDG du groupe Tinci. Il est élu consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour la Corporation Industrie. Il est également le président de l'Association des propriétaires et exploitants de boulangeries et de pâtisseries du Bénin. Et depuis près de 2 ans, il fait ses premières armes en politique. Il est également président, j'allais dire, du Creuset Métité et Nagnon, qui est affilié à l'Union fait la Nation. Il s'agit bien évidemment de Gatien Sedami Adjagboni. Son credo, c'est servir autrement la communauté. Et ce soir, il a accepté de venir décrypter avec nous l'actualité nationale, revenir sur les grands sujets qui agitent en ce moment notre vie politique. Gatien Adjagboni, bonsoir. Bonsoir, M. Nteo. Et merci d'accepter de venir sur le plateau de décryptage. Merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'on vous connaît comme force économique, acteur économique, mais depuis 2 ans, vous courez presque partout. Vous allez à la rencontre des femmes, des notables. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous fait courir si tant? Merci de m'avoir invité. Je dirais, qu'est-ce qui me fait courir si tant? Je pense qu'il serait plus indiqué de poser cette question aux militants et sympathisants du Creuset Métité, mais comme je suis en face de vous, je suis bien obligé de vous répondre. Donc je dirais simplement qu'il était devenu difficile pour moi de résister de plus en plus à l'appel pressant des sympathisants et amis dans cet engagement-là, mais plus largement, je dois vous avouer qu'il y a eu quelques éléments déclencheurs. Je ne vais pas ici me mettre à les citer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est qu'il nous est encore difficile au Bénin de nous mettre ensemble, de fédérer nos énergies positives dans le sens du développement de la nation. Et donc ces braves femmes et hommes de Métité ont décidé de se mettre ensemble et très modestement et humblement apporter leur pierre à l'édifice. Voilà ce que je peux dire. C'est quoi Métité, le Creuset Métité et Nagnon? Métité et Nagnon, ayant pour slogan servir autrement la communauté, je crois que notre slogan traduit bien notre état d'esprit. Vous savez, Métité, c'est agir, susciter les changements qualitatifs à la base au profit des populations. Métité, c'est aussi une ambition de susciter au sein de cette même communauté une forte volonté d'agir, une forte volonté de procéder, d'accompagner les changements qualitatifs à la base, au profit de tout le monde. C'est surtout ne pas laisser, si vous voulez, les changements importants, les tâches relatives aux changements importants uniquement aux politiques. Parce que nous partons du fait que tous les citoyens peuvent agir positivement ou non aux changements qualitatifs. Et non, nous prônons, nous accompagnons, nous incitons les populations à encourager ces changements qualitatifs-là. Voilà en fait ce que c'est que Métité, tout simplement. Alors, mais vous auriez pu, comme le font beaucoup de nos compatriotes, adhérer à un grand parti, directement, plutôt que de passer par le biais de ce mouvement. Oui, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Nous avions besoin simplement puisque nous n'avons pas créé un parti, Métité, ce n'est pas un parti politique, c'est un creuset, c'est un mouvement, nous avons partageant des valeurs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec l'Union fait la Nation, avec qui nous retrouvons les mêmes valeurs. Et par ricochet avec le bloc progressiste désormais, en gestation. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, Monsieur Gatien Adjagboni, c'est vrai, cette actualité, elle est encore brûlante chez nous. C'est une grande première dans notre pays d'assister à la levée d'immunité des députés au Parlement. Il y a 3 députés qui ont perdu leur immunité cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement. Sur cette thématique, je dirais simplement que c'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne et c'est clairement un élément de rupture. Mais disons, au-delà de l'élément de rupture que cela représente, nous devons chercher à aller au-delà et à chercher à identifier quel est le message que la justice de notre pays veut nous envoyer. Quel est le message que le gouvernement veut nous transmettre? Moi, je pense que ce message, c'est de dire que désormais, en République du Bénin, il n'y a plus de citoyens intouchables.
c'est un signal fort. C'est le signal que la justice pris isolément, le gouvernement pris isolément envoie aux citoyens, c'est de dire à ce citoyen-là, sois rassuré, les personnes mandatées pour gérer les affaires publiques, pour diriger les affaires publiques, manipuler l'argent du contribuable, ne pourront plus faire n'importe quoi. S'ils le font, ils devront en répondre. Le signal que cet acte renvoie aux politiques ou aux aspirants politiques, c'est de leur dire si vous rentrez en politique, sachez que c'est un sacerdoce un peu. Vous ne rentrez pas en politique pour vous enrichir. Si vous venez en politique et que vous comptez détourner l'argent du contribuable, vous devez en répondre, quelle que soit la position que vous occupez dans la société. C'est un signal fort. Je pense qu'il y a également un signal qui est lancé à l'endroit de la communauté internationale, et plus particulièrement des partenaires au développement, pour leur dire, lorsque vous orientez votre argent au Bénin, soyez rassurés que cet argent ira vers la destination de départ. Dans le cas contraire, nous sommes garants de faire respecter la loi. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et pour finir sur ce point, je dirais, Monsieur Noutéou, je pense que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Et donc, il faut bien commencer quelque part. Alors, dans notre pays, au début des années 90, on nous a rabattu les oreilles par ce slogan « Rendre gorge la lutte contre la corruption ». Il y a eu même des institutions créées après. Mais véritablement, c'est maintenant qu'on sent qu'il y a un signal fort qui est donné parce que 3 députés qui ont perdu leur immunité, c'est une grande première. Il y en a qui ont tôt fait peut-être de dire qu'il s'agit d'un acharnement politique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle est la lecture que vous faites de ce signal venant de Parlement? Un acharnement politique, je pense qu'il faut bien commencer quelque part. C'est vrai, nous sommes dans le même pays, j'ai entendu des commentaires, j'ai entendu des voix se lever. Vous l'avez dit au départ que je suis souvent avec les femmes, les sages. Hier, j'étais avec les maraîchers de Weiho. J'étais avec les femmes hier encore à 18h de Kadiaron encore. Et effectivement, je peux vous dire que les populations sont très satisfaites de cette lutte contre la corruption, qui prend une autre allure. C'est du concret. Personne n'est intouchable. Les populations sont satisfaites. Mais effectivement, les populations disent il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est un camp contre un autre. Et donc, face à des affirmations de ce type venant des politiques et des populations, je pense qu'aujourd'hui, la justice prise isolément, le gouvernement pris isolément ont le devoir de faire en sorte que toutes les personnes concernées par des affaires de ce type puissent être mises à disposition de la justice. Voilà ce que je peux dire. Alors, si on peut enchaîner rapidement avec la gestion actuelle du pays, depuis bientôt 2 ans, nous avons un nouveau leadership qui travaille, nous avons un nouveau leader qui travaille, un président qui a sa méthode. Aujourd'hui, dans le pays, on a comme le sentiment que les choses ont changé. Que ce soit dans la façon de faire, dans les attitudes. Vous allez dans l'administration, aujourd'hui, les gens font beaucoup attention par rapport à la gestion des deniers publics. Alors, est-ce qu'on peut dire que depuis deux ans, il y a vraiment un fort signal qui est lancé par le président Patrick Talon? Je crois fondamentalement que oui, parce qu'en réalité, la dynamique n'est plus la même. Aujourd'hui, la gouvernance du président Talon bouscule réellement les habitudes, mais dans le bon sens. Parce que nous avons un gouvernement qui opère, selon moi, sous 3 axes en réalité. Je note beaucoup de volonté et du courage, je note de la méthode et de la rigueur, et je note une stratégie nouvelle de diversification de l'économie nationale. Donc la donne change, la dynamique n'est plus la même. Nous avons des éléments d'évidence. Lesquels, par exemple, M. Yaboding? Mais quand je prends le premier point, je parle de volonté et de courage. Quand vous prenez le PAG, le programme d'action du gouvernement, mais il est ambitieux. Non seulement il est ambitieux, mais il a été vulgarisé. Vous allez sur Internet, vous allez n'importe où, vous avez accès à ce programme d'action du gouvernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une volonté affichée. Ça veut dire qu'on a le courage de le communiquer. Parce que si tous les citoyens béninois peuvent se l'approprier, peuvent accéder à ça, mais le gouvernement se met une autre pression parce qu'ils vont être évalués sur la base de ce programme d'action du gouvernement. D'où la volonté et le courage. Et au-delà de ça, quand ce gouvernement est arrivé, comme vous le dites si bien, une des premières décisions, c'est de fixer les chefs-lieux de département.
l'ancien régime pouvait faire pareil, mais ça a été rangé dans les tiroirs, parce qu'on avait peur des frustrations que ça pouvait générer. Mais ce dossier a été vidé, on est passé à autre chose, on a oublié ça. Vous voyez, donc il y a une volonté d'avancer réellement. Et puis, je pense qu'on serait tous unanimes pour dire qu'il y a beaucoup de décisions impopulaires qui ont été prises par ce gouvernement-là. C'est la preuve que les choses ont changé, que nous avons un homme d'État qui est préoccupé par les générations futures et non pas un homme purement politique qui s'inquiète du renouvellement de son mandat. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais insister sur les décisions impopulaires pour dire, vous savez, je ne vais pas tous les citer, mais je prends un exemple, la libéralisation des espaces publics. Mais ça a été douloureux pour nous tous, y compris moi, citoyen lambda. Vous savez que je suis ici du secteur privé, mais j'ai investi plus de 100 millions dans une chaîne de boutiques. 25 boutiques. Mais avec la libéralisation des espaces publics, j'avais toutes mes autorisations, mais aujourd'hui, je n'ai que 7 boutiques qui fonctionnent. Mais vous imaginez le désastre sur mon activité économique. Mais bon, on ne peut pas ramener tout à soi. Donc, le moi ne peut pas être prioritaire sur les ambitions de toute une nation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons mettre en priorité l'intérêt général. Et c'est à ça que je nous invite. Donc, quand je prends le premier point, volonté et courage, voilà les éléments d'évidence que je mets en exergue. Mais quand je prends la méthode et la rigueur, mais on a même l'impression, en tant que citoyen lambda, que rien ne se fait. Parce qu'avec ce gouvernement, on note pas de précipitation dans les décisions. Il n'y a pas de précipitation. À un point où on se dit, rien ne se passe. Oui, mais les détracteurs du gouvernement estiment que le gouvernement ne fait pas grand-chose, qu'il passe tout le temps à faire les études. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, parce qu'il faut faire les études. Moi, je suis d'accord qu'il faut faire les études. Parce qu'en réalité, si on ne fait pas des études et qu'on fonce dans le tas, mais vous avez des résultats que nous connaissons. Il faut faire des études, il faut faire des maquettes. Il faut identifier les tenants et les aboutissants. Il faut avoir l'ensemble des paramètres sur la table avant de lancer la machine. Parce que même quand vous faites tout ça, vous n'êtes pas à l'abri de surprises. Mais imaginez si vous ne le faites pas. Ben, ça devient un désastre. L'exemple, c'est à l'entrée de Porte-Nouveau, à votre droite. Ça, c'est une maquette grandeur nature. Ouais. Donc, je préfère un gouvernement qui fait des études, qui fait des maquettes en miniature et dit, bon, maintenant, on a apprécié un certain nombre de paramètres, on peut avancer. Nous ne pouvons plus continuer à travailler comme nous travaillions par le passé. Nous ne sommes pas seuls au monde. Nous sommes au Bénin, c'est vrai, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest, les autres pays travaillent aussi, et ils ne foncent pas dans le temps, il faut des études aussi. Donc nous devons revoir notre approche par rapport à un certain nombre de choses. Et je dirais, j'ai pas de précipitation, c'est vrai, mais beaucoup de choses se font. Vous avez la police républicaine, qui aujourd'hui est dans sa phase active et opérationnelle. Il y a eu des tractations avant, il y a eu un certain nombre de points qui ont été appréciés, évalués. Et aujourd'hui, la police républicaine est opérationnelle. Et on ne peut pas dire en tant que Béninois, politique ou non, qu'il n'y a pas du mieux en termes de sécurité dans le pays. Ce serait l'arbitraire, on ne peut pas affirmer ça. Alors, M. Diaboni, vous êtes quand même à la base opérateur économique, vous êtes présent dans l'activité économique. Avec les réformes aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'il y a un peu comme... ce n'est pas aussi simple pour vous. Alors, c'est vrai, il y a opérateur économique, opérateur économique. Je confirme. Alors, comment vous ressentez ces réformes je confirme que ce n'est pas simple, puisque je viens de vous dire que sur 25 boutiques, il m'en reste que 7. Donc, ce n'est pas simple du tout. Mais nous devons faire attention. C'est-à-dire, nous devons faire attention à la précipitation, aux conclusions hâtives. Nous devons rêver d'un Bénin prospère pour tous, pas pour un ou deux individus. C'est vrai, ce n'est pas facile pour les opérateurs économiques, ce n'est pas simple. Aujourd'hui, mais c'est pas simple, mais je ne veux pas être amnésique. Je ne veux pas être amnésique parce qu'en réalité, nous sommes partis d'un taux de croissance de 4%. Et nous sommes passés à 5,6% et nous ambitionnons pour cette année 6%, voire 6,2% peut-être. Et ça, c'est vrai que c'est macroéconomique. Donc, il y a un certain nombre d'actes qui sont posés qui permettent d'avoir ces bons au niveau macroéconomique. Mais c'est vrai qu'au niveau micro, ça ne se passe pas encore bien. Le panier de la ménagère ne se porte pas bien. Mais nous devons encourager le gouvernement à poursuivre. Parce que si nous avons
de bons agrégations macroéconomiques, nous avons une bonne dynamique économique, ben, à un moment donné, le panier de la ménagère va être bonifié. Et c'est à ça que nous devons travailler. Nous ne devons pas travailler dans du saupoudrage. Hein, ça ne va nous conduire nulle part. Toujours au niveau de l'économie, l'année dernière, nous avons reçu la directrice générale du FMI au Bénin. Je ne pense pas que Mme Lagarde s'ennuie tellement dans son bureau qu'elle ait décidé de faire un tour au Bénin. Elle est venue parce que le gouvernement a pris des engagements vis-à-vis du FMI et ces engagements ont été tenus. Et donc elle est venue pour féliciter, pour encourager que cet élan puisse se poursuivre. Ce n'est que comme ça. Mais on sait que le chef de l'État se pose en grand réformateur. Il place quand même son mandat sous le signe des réformes. C'est vrai que ces réformes ont commencé à prendre quand même, à porter leurs fruits. La preuve, il y a cette agence américaine, Standard & Poor's, Oui. qui quand même Oui, a bien noté le Bénin. Oui, c'est dans la même dynamique. Et vous, quelle étude faites-vous de cette notation? C'est dans la même dynamique. Je dis, autant le taux de croissance, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par magie, le ministre des Finances ne décrète pas dans son bureau que cette année ça va être 6%. Ce sont des actes qui sont posés qui génèrent ce taux-là. C'est pareil. L'agence S&P a noté le Bénin le 5 juillet 2018 dernier, B+. Cette note, en réalité, est associée à ce qu'on appelle une notion de perspective stable pour le Bénin. Ça voudra dire concrètement que la signature du Bénin est redevenue, si vous voulez, crédible. Parce que la dernière note date de 2011, on était à B. Là, on est passé à B+. On est passé à B+, le Bénin, aujourd'hui, est remonté dans les pelotons de tête de certains des pays d'Afrique, comme le Sénégal et le Kenya, par exemple. Et donc, c'est bon pour le Bénin et ça rassure les investisseurs. Et donc, c'est quelque chose d'important. Je pense que quand il n'y a pas de méthode, puisqu'on est dans la rubrique méthode, sans méthode et rigueur, ça ne peut pas se faire. Et quels sont les avantages par rapport à cette notation-là? Les avantages, c'est que le Bénin, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une phase d'investissement massif, tourisme, asphaltage et tout ça. Et donc, si la signature du Bénin est crédible, le Bénin aura la capacité de lever des fonds et de faire face à son péage plus sereinement. Voilà. Alors, c'est vrai? Oui, allez-y. Mais j'aimerais dire, toujours dans la rubrique méthode et rigueur, vous savez, nous avons, au Bénin, comme nous ne sommes pas concernés directement, nous avons l'impression que rien ne se passe. On ne peut pas être concerné directement partout. Mais nous devons voir, comme je l'ai dit, l'intérêt général. Je veux souligner, dans la partie méthode et rigueur, la problématique de l'avancée de la mer, qui semble être occultée, parce que tous les Béninois n'ont pas leur maison en bordure de mer. Mais nous savons que la mer avance, et nous sommes dans un pôle économique, nous sommes à Cotonou. Il ne faut pas que la mer soit sur le boulevard Stémez avant qu'on ne se dise qu'il faut faire quelque chose. L'ancien régime avait commencé les travaux, notamment avec l'épi de Siafato, mais l'a abandonné. Le régime actuel a repris la main et a travaillé. Je peux vous dire que l'épi de Siafato a été achevé depuis le 30 juin passé. Et les travaux avaient été démarrés. Je pense que c'est salutaire pour le littoral. C'est des choses qu'il faut souligner. Même si on n'est peut-être pas content du tout, il faut dire ce qui est et il faut encourager le gouvernement à continuer. Et dans cette même dynamique, vous avez tout ce qui est cité administrative. Les sites ont été déjà transmis. C'est salutaire. Donc il faut encourager le gouvernement à aller au bout parce que le gouvernement est stressé. Ils savent qu'ils sont évalués sur le péage et ils travaillent pour aboutir. Nous devons militer pour que ça fonctionne parce que c'est pour le bonheur de tous les Béninois. Nous parlons de sport. On ne peut pas demander à tous les Béninois de Tchoumi-Tchoumi, de Parakou, de descendre tous à Cotonou pour faire du sport au stade général Mathieu Kérékou. Nous voulons détecter les talents. Il y a 22 stades qui vont être mis en place. Les sites ont été attribués, les entreprises ont été identifiées, les travaux vont commencer. Nous devons encourager ça. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, Monsieur Jaboni, il y a eu également de profondes mutations dans le secteur de la santé, avec cette lutte acharnée, j'allais dire déterminée contre les faux médicaments. Il y a eu quand même un véritable bond dans ce secteur-là. C'est vrai que beaucoup ont voulu en faire une interprétation politicienne, mais aujourd'hui, le Bénin quand même est bien cité en termes de lutte contre les faux médicaments. Oui. Enfin, nous aimons aussi beaucoup les interprétations. Moi, je pense que le gouvernement a raison d'assainir le milieu, simplement. Ils ont raison d'assainir le milieu, il ne faut pas reculer. Parce qu'il s'agit de santé, il s'agit de la santé des Béninois. Il n'y a pas de gants à mettre pour des réformes de ce type-là. Il faut avancer.
Alors, Monsieur Diaboni, politiquement, vous êtes rapproché de l'Union fait la nation. Beaucoup estiment que l'Union fait la nation se recherche. Alors, pourquoi cette option-là? Pourquoi aller vers l'Union fait la nation qu'ailleurs? Beaucoup disent quoi? Que l'Union fait la nation se recherche, un panne d'inspiration. Et pourtant, vous êtes allé à l'UN. Pourquoi? Vous savez, Monsieur Noutéou, moi, je ne suis pas adepte du camp des jeunes contre les vieux. Je ne suis pas adepte de cela. Je pense que j'ai été à l'Union fait la nation, j'étais invité à la conférence des cadres. Ce que vous dites là, je ne l'ai pas vu. Quand on dit que l'Union fait la nation se recherche, j'étais à la conférence des cadres, il y avait 500 personnes, que des cadres. Et donc, je n'ai pas vu des gens qui se recherchent, je n'ai pas vu que des personnes de 4 ou 20 ans. J'ai vu des gens de 4 ou 20 ans, j'ai vu des gens de 70 ans, j'ai vu des gens de 40 ans, j'ai vu des gens de 35 ans. Donc, je ne comprends pas d'où des affirmations comme ça sortent, quoi. Donc, je ne traîne pas trop sur ces propos. Ouais, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller vers l'Union fait la nation? Quels sont les éléments de l'Union fait la comparatif là-bas qui peuvent vous motiver vraiment à aller vous placer sous la bannière de ce bloc? Oui, nous nous retrouvons sur certains paramètres. Servir autrement la communauté dans l'unité. Hein, l'union fait la nation, ça veut tout dire. Union, l'unité pour servir la nation. Donc nous sommes à peu près dans la même philosophie. Et je pense que nous devons, Béninois, apprendre à travailler ensemble. Parce que c'est ça qui nous manque. Je l'ai dit dans mes propos de départ. Nous avons encore du mal à nous mettre ensemble pour fédérer nos forces pour le développement de la nation. Et je pense que c'est un exercice qu'il faut faire. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est un exercice qu'il faut faire tous ensemble. Et c'est ce que nous allons tenter de faire avec l'Union fait la nation. Alors l'Union fait la nation également doit aller vers un grand regroupement. On a parlé du bloc progressiste. Et cette semaine, les parlementaires ont voté la loi sur la charte des partis politiques au Bénin. Il y a pas mal de mutations, de transformations au niveau donc de cette charte. Certainement, vous avez eu cette actualité-là. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous dirais simplement que la réforme est salutaire. C'est une réforme que je salue. La réforme relative des partis politiques. Je salue cette réforme parce que vous savez, M. Noutéou, les partis politiques sont à la démocratie ce que sont les familles pour la société. C'est-à-dire que quand les familles se portent bien, la société se porte bien. Quand les partis politiques se portent bien, la démocratie se porte bien. Mais est-ce que vous pensez que les partis politiques se portent bien actuellement? Moi, je pense que non. Parce que, simplement pour deux raisons. Les partis politiques ne se portent pas bien parce qu'ils ont du mal à s'autofinancer. Les militants ne cotisent pas, nous le savons. Les militants ne cotisent pas. Et donc, si on y prend garde, si on ne réforme pas, eh ben, on risque d'avoir une mauvaise équation, une certaine corrélation de corruption, de malgouvernance et liée au financement des partis politiques. Parce qu'on a été habitué au mécénat politique. Et là, ce n'est plus... Aujourd'hui, la donne semble avoir changé. Ce n'est pas une bonne chose. Avec la nouvelle charte, voilà. Il y a des conditions aujourd'hui remplies pour pouvoir bénéficier du financement public. Oui. Voilà. Et donc, c'est mieux, c'est plus transparent. C'est plus transparent. Parce que si on commence à cultiver la corruption et la mauvaise gouvernance au sein des partis politiques qui ne savent pas comment se financer, à quel sens se vouer, je pense qu'on va déporter ça dans la gouvernance de l'État plus tard. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc c'est le premier point qui m'amène à dire que les partis politiques ne se portent pas bien. Mais le deuxième point, c'est d'affirmer que, en réalité, si les partis politiques se portaient bien, depuis la conférence Vive des forces de la nation, au moins un parti politique au Bénin aurait pu briguer la magistrature suprême, soit par son président ou par un candidat issu de son parti. Ça n'a jamais été le cas. Ça voudrait dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et donc, quand ça ne fonctionne pas, il faut améliorer. Et donc, c'est pour ça que je salue la réforme, tout simplement. Alors, Gatien Diaboni, au niveau des réformes du gouvernement, il y a les réformes politiques. On l'a vu avec cette révision de la Constitution. Le premier essai qui n'a pas prospéré. On est allé au deuxième sur les questions quand même d'importance, notamment
cette question de représentativité des femmes dans les instances politiques, cette question de rationalisation des élections, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. De votre côté, comment analysez-vous tous ces phénomènes politiques qu'on a connus ces derniers mois? Oui, c'est effectivement un sujet sensible, la révision de la Constitution. Moi, je vous dirais, dans un premier temps, je vais opiner en tant que profane. Je ne veux pas piétiner les plates-bandes des experts, juristes. Mais en tant que profane, je dirais un premier point que c'est un peu dommage, parce que je vais vous indexer, vous les hommes de la presse. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression, à tort ou à raison, puisque j'opine en tant que profane, à tort ou à raison, que quand on opine sur la révision ou non de la Constitution, on est rangé dans un tiroir. C'est-à-dire, si jamais on dit « Ah, c'est intéressant, il faut faire la révision », on dit « Ah, il est de la mouvance ». On dit « Non, il ne faut pas réviser, ah, il est de l'opposition ». Moi, je pense que la révision de la Constitution ne doit pas, en réalité, s'opérer dans ce clivage-là. Ce n'est pas une affaire d'opposition et de mouvance. La révision de la Constitution doit se faire très sereinement dans un débat serein. Voilà. Actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et je suis gêné par rapport à ça. Deuxième chose, je suis aussi gêné parce qu'en réalité, quand vous observez ce qui se passe ailleurs sur la révision de la Constitution, notamment le cas de l'Afrique, les présidents en exercice se découvrent une nécessité de réviser. Je n'ai pas dit ça. Mais ça n'est pas le cas chez nous, ici. Voilà. En tout cas, donc, du moins, ces 2 dernières années. Ils se découvrent une nécessité de réviser la Constitution en fin de mandat. C'est ce qui se passe en général en Afrique. Dans notre cas, nous avons un chef d'État, ancien candidat, qui, quand il était candidat, avait fait campagne sur la révision de la Constitution. C'était une de ses pièces maîtresses de réforme. Il n'était pas président, il était candidat. Ça veut dire qu'il n'aurait pu ne pas accéder au pouvoir. Mais donc il a dit clairement, il pense que c'était nécessaire parce que, etc. Bon, il est venu au pouvoir, effectivement, il est resté droit dans ses bottes. La première année, il a fait une proposition comme exactement sa promesse de campagne. Donc il a tenu parole. Ce n'est pas passé. Les députés ont représenté la révision en faisant des séminaires, en retirant les points fâchés, etc. Ce n'est pas passé. Bon, soit. Moi, je pense que... Mais comment comprendre que les mêmes acteurs politiques, M. Adiagboni, les mêmes acteurs politiques qui ont adoubé le projet de campagne, de société du candidat devenu président et qui a fait campagne sur la révision, ces mêmes acteurs l'ont soutenu et une fois au pouvoir, ils décident de passer à l'acte et puis les mêmes le bloc. Ça ne se comprend pas. Oui, je n'ai pas la réponse. Comment expliquer ça? Je n'ai pas la réponse parce qu'en réalité, nouvelle génération en tout cas, nous sommes convaincus que nous pouvons faire la politique autrement. Nous pouvons faire la politique autrement. Et c'est pour ça que je dis que le débat est totalement déplacé. C'est pour ça que je rappelle le contexte en tant que profane. Je rappelle le contexte en disant, voilà un candidat qui estime que c'est nécessaire de réviser la Constitution. Il n'était pas président. Donc on ne peut pas penser qu'il veut se maintenir au pouvoir, etc. Cette suspicion, pour moi, est vidée. Mais mieux, à aucun moment, dans les propositions qui ont été faites, la première proposition, au cours du premier mandat du chef de l'État actuel, les propositions parlaient de mandat unique. Donc, à aucun moment, je n'ai entendu, au cours de cette proposition et au cours de la proposition faite par les députés du bloc de la majorité parlementaire, à aucun moment, je n'ai entendu un président qui veut s'éterniser au pouvoir, qui veut faire 40 ans au pouvoir. Je n'ai vu ça nulle part. Donc, d'où sortent les suspicions pour qu'on n'avance pas, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est dommage. C'est dommage pour le Alors, M. Adiagboni, on est en train d'aller vers le renouvellement du Parlement, pour être plus précis, vers les prochaines élections législatives. C'est vrai qu'au niveau de la mouvance, il y a quand même des blocs qui se forment. Vous êtes beaucoup plus proche de blocs progressistes. Alors dites-nous, comment tout s'organise au niveau de ce bloc-là? Oh, je pense que c'est prématuré pour moi d'avancer là-dessus, puisque le bloc progressiste a été mis en place tout récemment. Nous sommes membres de l'Union fait la Nation. Je préfère attendre les développements à venir. La charte des partis vient d'être votée.
je préfère, nous sommes dans un grand groupe, nous sommes dans un grand bloc, les débats vont se faire en interne, je préfère m'abstenir d'aller dans les détails. Alors, M. Jabbouni, il y a quand même un ancien président de la République qui a quand même soutenu l'actuel président, qui aujourd'hui ne parle plus le même langage que lui, qui aurait dit quand même dans certains médias qu'il aurait regretté son choix. Mais comment analysez-vous les propos d'un tel personnage? Je dirais, vous faites allusion à qui? Non, mais ce n'est pas nécessaire, mais... non, écoutez, la nouvelle génération ne veut pas se laisser distraire. On ne veut pas se laisser distraire. Je sais de quoi vous parlez. En Afrique, on nous apprend à respecter les aînés. Donc, on respecte les aînés, on respecte des anciens présidents éventuellement, mais je reste un peu gêné. Face à ça, je reste un peu gêné. Et moi, je prône l'unité. Je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus. Je prends acte du regret de cette personne. Et je ne veux pas m'avancer parce que peut-être qu'avant la fin de l'année, on nous dira également qu'on regrette les propos dont vous parlez. Donc à partir de ce moment, nous, on préfère tracer notre chemin et travailler sereinement. Alors, vous êtes porteur d'un slogan « et servir autrement la communauté ». Comment peut-on décliner ce slogan-là? Décliner. Comment vous le vivez, vous qui êtes porteur de ce slogan? Qu'est-ce que ça peut réellement changer? Parce qu'on a eu tellement de... On est habitué au slogan dans notre pays. On veut savoir, servir autrement la communauté en faisant quoi? J'ai essayé de m'expliquer au début de mes propos. C'est quoi le concept servir autrement la communauté? Je l'ai dit, c'est encourager les changements qualitatifs à la base au profit des populations. Je prends un exemple. Le RAVIP. Lorsque le RAVIP a été lancé, les groupements de femmes de mixité nous ont saisis pour dire « Ah, attention, certaines personnes nous disent de ne surtout pas aller nous faire recenser. On ne comprend pas ce que c'est, il y a de la manipulation, tout ça. » Bon, donc, on est parti expliquer aux populations. On a fait le tour de Cotonou et on a expliqué à chaque groupement de femmes ce que c'est que le RAVIP. On a expliqué, on a démontré aux femmes, à ces braves femmes, ce que c'est que le RAVIP, que c'est d'abord un outil de développement. Ça permet de maîtriser la densité des populations et d'opérer des choix judicieux. C'est un levier d'aide à la décision. Mais quand les populations ont compris, il n'y a pas eu de problème. On a expliqué, si le gouvernement veut mettre des hôpitaux ou investir dans des écoles, ils ont besoin de connaître la densité des populations pour faire des choix judicieux. Mais quand les populations ont compris, il n'y a eu aucun problème. On a eu des recensements massifs sur le RAVIP. Et c'est ça, servir autrement la communauté. C'est ce que je disais, c'est aider au changement qualitatif à s'opérer sur le terrain. Alors, M. Jabbouni, c'est vrai, vous êtes le président du Creuset Mixité et d'Agnon. Alors, vous avez l'ambition certainement de jouer comme les premiers rôles au plan politique, du moins local. Alors, est-ce que vous pensez que vous en avez les moyens? Qu'est-ce que vous mettez dans les moyens? C'est une question que je vous pose. Les moyens politiques. Parce que vous êtes quand même, vous êtes beaucoup plus présent dans Cotonou et Aviron. Vous savez quand même que Cotonou appartient à beaucoup d'acteurs politiques et que vous venez donc jouer sur les pattes blancs de ceux qui sont là. En politique, ce n'est pas facile pour vous. Là. Non, les populations vont aviser. Les populations aviseront. Vous savez, les populations ne sont plus dupes. Nous, ça fait 2 ans que nous échangeons avec les populations, avec les sages, les femmes, les artisans, les jeunes, les chefs de couvent, les imams. Nous n'avons aucune prétention, mais nous restons sereins et les populations aviseront en son temps. Mais Cotonou, quand même, pour certains acteurs politiques, est une citadelle imprenable. Et quelle est votre potion magique pour déverrouiller cette ville? Non, il n'y a pas de potion magique. Il faut être vrai, honnête avec les populations, dire ce qui est, ne pas faire de promesses mirobolantes. Voilà, simplement rester soi-même et le reste se fera. Aucune prétention, les populations aviseront. Mais quelles sont les difficultés, les écueils que vous rencontrez sur le terrain dans votre conquête? Si on peut dire entre guillemets, l'électorat de Cotonou.
Les populations se sentent oubliées, se sentent ignorées. Contrairement à ce qu'on peut penser. Par les acteurs politiques ou Par bien... les acteurs politiques qui étaient venus les voir par le passé, par les promesses mensongères. Ils ne sont pas contents de tout ça. Les populations ont besoin de s'exprimer. Ils ont besoin d'avoir un interlocuteur crédible et viable. C'est juste ça. Voilà, les populations ne demandent pas des monts et merveilles. Hein. Ils veulent un bien-être commun, ils veulent s'épanouir, ils veulent un lendemain meilleur pour les enfants, ils veulent des décisions courageuses. Ils veulent que des décisions courageuses soient prises pour le bien-être de tous. Quelles sont les décisions, par exemple? Ils sont très lucides, notamment la lutte contre la corruption. Ouais. Ils sont très lucides sur tout ce qui se passe. Contrairement à ce qu'on peut entendre ci et là, ils sont très lucides. Ils sont très contents de la lutte contre la corruption. Ils veulent même que ça aille plus loin. Ils veulent que les travaux d'asphaltage démarrent pour justifier la libéralisation des espaces publics. Et je reste serein parce que je pense que le pays est sur la bonne voie par rapport à l'ensemble de ces thématiques-là. Donc les populations, nous maintenons le dialogue avec eux et puis on pense que ça se passera bien. Vous avez le sentiment qu'elles sont réellement favorables à tout ce que vous énoncez là? S'ils ne sont pas contents de quelque chose, ils s'expriment librement, puisque nous faisons des débats à bâtons rompus hors caméra. Ils n'ont rien à me cacher, je n'ai rien à leur cacher. On s'exprime librement. On a commencé par discuter avec les populations hors enjeu électoral depuis 2 ans. Donc vous comprenez que nous avons des discussions relativement franches avec les populations. Il y a vos détracteurs qui estiment que vous êtes en mission commandée, et que vous êtes manipulé, que vous êtes, vous agissez sous inspiration des acteurs politiques qui aimeraient bien s'appuyer sur vous pour conquérir l'électorat. Qu'est-ce que vous en dites, M. Diaboni? Bon, on ne peut pas refuser aux détracteurs de s'exprimer. C'est le mécanisme normal de la démocratie. Ils sont libres de s'exprimer. Nous, on construit notre chemin, on sait là où on va, on a un plan d'action avec les populations, donc on reste serein par rapport à tout ça. On ne rentre pas dans ces débats-là. Mais vous venez sur un terrain glissant politiquement. Vous n'avez pas un mentor, et puis bon, on vous sent assez déterminé, courageux. Est-ce que vous n'avez pas il y a ces mains invisibles qui vous propulsent sur le terrain? À ma connaissance, non. Il n'y a pas de mains invisibles. Il y a les populations qui me propulsent, par contre. Ces braves femmes, les sages dans les quartiers, les femmes dans les marchés, les groupements de femmes dans les quartiers, les artisans, les couturiers, les couturières, les jeunes, les étudiants, je vous ai dit les chefs de couvent. Voilà ce qui me propulse en réalité. Il n'y a pas de main invisible, ce sont les populations du littoral, plus précisément. Alors, M. Diaboni, le 1er août prochain, on aurait donc franchi la barre des 58 ans, la session en indépendance. Quel regard portez-vous sur ce parcours de notre pays? Le Bénin a passé des étapes. Beaucoup reste à faire. Chaque président a apporté sa pierre à l'édifice. Le général Mathieu Kérékou a apporté sa pierre. Il a eu le mérite de stabiliser le pays contre les coups d'État. Ça, c'est un mérite. On n'a pas pu atteindre la croissance économique. Les présidents successifs sont passés. On n'a pas pu atteindre la croissance économique. Nous sommes dans une autre phase aujourd'hui qu'il faut encourager parce que le pays a besoin de réformes. On a besoin de réformes et c'est pour ça que je tiens et je me répète sur ce volet-là qu'il faut encourager le gouvernement actuel à réformer. Il faut encourager le gouvernement actuel à aller vers une vraie structuration de l'État pour que même après eux, tous ceux qui vont venir puissent avoir une feuille de route relativement claire. On a parlé pour rebondir sur notre discussion de tout à l'heure où on parlait en fait des réformes. Oui, surtout les réformes économiques. Vous êtes un acteur économique. J'ai évoqué le 3e point que je n'ai pas pu approfondir, qui était la stratégie de diversification de l'économie nationale. Et donc, je disais tantôt que stratégie de diversification de l'économie nationale, nous connaissons le coton déjà. Le gouvernement ne s'est pas cantonné au coton. L'année dernière, nous étions à 451 000 tonnes.
Cette année, nous sommes à 697 000 tonnes, contre un record 2004-2005 de 427 000 tonnes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires là-dessus. Mais le gouvernement ne s'est pas cantonné au coton. Il y a de vrais projets touristiques, il y a une volonté d'avancer vers des investissements massifs pour le tourisme, afin que le Bénin puisse rayonner autrement et surtout qu'on ait d'autres sources de revenus. Mais il y a également l'innovation aujourd'hui, avec des projets comme avec Semecity, où le gouvernement encourage l'innovation et a l'appui de la Banque mondiale pour y arriver. Et donc je pense que la stratégie de diversification est nécessaire, parce qu'en réalité, les pays africains qui ont réussi à maintenir un bon taux de croissance dans la durée, parce que c'est de ça que c'est dans la durée, c'est les pays qui ont adopté une stratégie de diversification de l'économie nationale, des pays comme le Botswana, des pays comme le Rwanda. Et donc je pense que nous sommes réellement dans la bonne direction et qu'il faut maintenir le cap. Oui, mais vous êtes acteur économique, les réformes fiscales, elles vous font plaisir, les réformes fiscales actuelles? Vous pensez à une réforme en particulier? Non, c'est moi qui vous pose des questions. J'attends votre réponse, monsieur Adiaboni. Non, les réformes fiscales ne sont pas mauvaises parce que aujourd'hui, vous pouvez faire les déclarations de votre bureau. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, pour nous, opérateurs économiques, on a un gain de temps. Voilà, donc, parce que vous envoyez le comptable, il fait le rang, il fait 1 heure, 30, 2 heures. Aujourd'hui, du bureau, on peut faire les déclarations fiscales. Et je pense que le directeur général des impôts, avec qui j'étais dans un forum à la Fondation allemande la semaine dernière, disait que bientôt, les paiements pourront même se faire en ligne. Donc je pense que ces réformes sont bonnes. Elles permettent aux entreprises de gagner du temps et d'être... de mieux fonctionner. Voilà. Et je pense aussi qu'en termes de réforme, il faut démystifier l'impôt. Il ne faut pas que le citoyen ait peur de l'impôt. Parce que tel que les choses se sont passées jusqu'à maintenant, quand on entend impôt, on entend fisc, ça fait paniquer. Il ne faudrait pas. Il faut démystifier l'impôt. C'est un apport que nous apportons, à l'État. Et puis voilà, on ne doit pas avoir peur des agents des impôts. Alors, vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, mais aujourd'hui, quand vous êtes fonctionnaire, à partir de votre smartphone, vous pouvez consulter votre fiche de paye, finir les longues queues interminables au trésor public. Comment appréciez-vous ce type de réforme? Oui, tout ça est rentré en ligne de compte dans la notation de S&P, puisque S&P estime que, je vous donne lecture de ce que dit S&P, c'est pour vous dire que la nécessité de restructurer est nécessaire. L'agence de notation explique, ça note pas une amélioration notable et la gestion macroéconomique du pays par les nouvelles autorités, sous le leadership de son Excellence le Président Patrice Talon, et S&P met l'accent sur le renforcement de la gouvernance publique et la responsabilité des institutions. Elle souligne également les réformes mises en œuvre pour soutenir la croissance économique et poursuivre l'ajustement budgétaire dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Bon, S&P a particulièrement relevé le dynamisme de l'administration actuelle. Donc, ça cadre avec ce que nous disons. Donc, aujourd'hui, on ressent clairement que l'administration publique est en train de changer, est devenue plus dynamique. Et tout ça rentre en ligne de compte. Les tribunaux de commerce qui rassurent le secteur privé, tout ça rentre en ligne de compte. Donc, réformer devient nécessaire. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons remettre le pays sur la voie du développement et inspirer la confiance des investisseurs et de la communauté internationale. Alors, M. Adiaboni, nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Je vais vous donner la parole pour votre conclusion et surtout en mettant l'accent sur les perspectives pour votre Creuset Michité. Le Creuset Michité n'est plus seul. Nous sommes avec l'Union fait la Nation, comme vous savez. Nous sommes optimistes sur l'avenir. Nous sommes confiants que des débats vont se faire et vont aboutir à des conclusions heureuses pour tout un chacun. Nous sommes confiants que nous pourrions tous ensemble apporter notre pierre à l'édifice. Voilà ce que je peux dire pour le Creuset Michité. Voilà votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je remercie mes militants et sympathisants de Michité. Je les invite d'ailleurs le 31 réveillon du 1er à la place du Gary, où nous offrons un grand spectacle, théâtre, concert, etc. pour les populations. Voilà. Et puis, je salue, j'invite le gouvernement à maintenir le cap en ce qui concerne sa volonté et son courage d'avancer sur les réformes. J'invite le gouvernement à maintenir
le cap du travail et de la méthode, et surtout à maintenir la stratégie de diversification de l'économie nationale qui seule peut nous conduire vers des perspectives meilleures. Merci Gatien Yagoni. Je rappelle que vous êtes le président du Creuset MNTT, affilié à l'Union fait la Nation, vous êtes acteur économique. Merci d'être passé sur le plateau de décryptage. Merci de nous avoir permis donc de passer en revue l'actualité nationale. Merci et à très bientôt, amis téléspectateurs.